Salut à tous et complètement bienvenue sur Motors & Co. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'avoir deux versions de la 0 SRF Street Fighter pour les intimes. J'ai donc la version Premium et la version Standard. Je dirais même que j'ai une double chance puisque j'ai rencontré le propriétaire de l'une d'elles, qui du coup m'a appris plein de trucs. Le genre de choses qu'on voit pas forcément dans tous les essais, et ça c'est, je pense, le plus intéressant. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'électrique, on peut pas rester insensible devant un truc pareil, je veux dire, c'est sans comparaison. Il y a peut-être un truc que je peux leur accorder, c'est le bruit. C'est vrai que là, c'est pas l'extase. Après, il est plutôt discret, je trouve, mais justement, peut-être un peu trop. C'est peut-être un peu trop dangereux pour la circulation. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc revenons à nos deux versions. On a la standard d'un côté à 20 690 € et la premium, donc qui sort à 22 690 €. Ah, le prix du Diavel, en gros. Sachant qu'on a une aide gouvernementale de 900 €. On a quand même au total 2200 € d'écart entre les deux versions. Donc on va faire un point sur les équipements de la Premium, savoir ce qu'elle a en plus. Pour commencer, on a des poignées chauffantes avec des embouts de guidon différents. On a également un petit saut de vent qui n'est pas sur la version de base. Bon, sachant qu'il est vendu 70 € au détail, je trouve ça un peu mesquin, mais bon, pourquoi pas. Mais le plus important, c'est qu'on a un chargeur 6 kW au lieu de 3. Ce qui fait passer le temps de charge de 4h30 environ à peu près 2h, 1h50. Alors à ça, le constructeur propose en option un chargeur rapide, facturé 3000 € quand même. dites-vous, vous foutez de moi là, hein. Qui permettrait de baisser la charge à environ 1h pour la version premium et 1h20 pour la version de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, cette moto n'est pas vendue avec un câble. C'est-à-dire que vous avez la prise qui s'adapte sur les bornes de recharge. Mais que pour la recharger à la maison, vous avez besoin de commander un adaptateur prise secteur pour la modique somme de 525 €. Et bien voilà, c'est... Faut savoir que ce câble en question se range dans le coffre qui est à la place du réservoir. Ce qui fait que vous pouvez plus rien mettre dedans, pas grand chose. Et que si vous rajoutez les chargeurs rapides, ben, ça diminue encore la capacité de ce petit rangement. Ah oui, au fait, il y a deux ports USB. On va se concentrer sur le plus important, 190 Nm. A titre de comparaison, c'est l'équivalent d'une vieille Rocket 3, qui fait 100 kg de plus quand même. Celle-ci est annoncée à 220 kg donc pour la version de base, mais à 226 sur la version Premium, à cause du chargeur. Mais même avec 226 kg, ce qui me fait un peu rigoler, hein, moi j'ai une XJR qui en fait 240, on a une sensation de couple qui est juste, mais à un niveau... Oh là là. Mais le pire, c'est qu'il est extrêmement bien exploité. Donc d'ailleurs, c'est pas le pire que je devrais dire que c'est magique. Donc évidemment, pour réussir une prouesse pareille, on se doute bien qu'il y a un développement hyper pointu, que tout ça a un coût. Donc finalement, la seule question logique qui vient, c'est est-ce que ce prix est justifié? Ou bien a-t-elle des défauts qu'on ne peut pas accepter à ce prix-là? Donc moi, évidemment, je vais vous exposer des faits et vous jugerez après en commentaire. Donc déjà, au niveau esthétique et qualité perçue, elle a beaucoup été comparée à MV Agusta. C'est vrai qu'une fois devant, c'est difficile de dire le contraire. On a ce côté très minimaliste avec des carénages un peu acérés. Mais on a surtout ce cadre tritubulaire qui fait très italien. Dans tous les cas, on a de la belle pièce. On a un bras oscillant renforcé qui est très joli. Alors pour ce qui est de la signature visuelle, on a un bloc à l'avant qui est moderne, à LED bien sûr. Le stop à l'arrière est évidemment très minimaliste, hein. Alors par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est les clignotants en ampoule. Je ne le tolérerai pas. Si on reste dans les détails de finition, ce qu'on pourrait leur reprocher, c'est les agrafes apparentes au niveau de la jointure de la selle. Je pense que c'est un problème d'ajustement. D'ailleurs, même constat au niveau du coffre. On constate qu'à la fermeture, ils ne joignent pas vraiment. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de carénage, bah c'est difficile de ne pas le voir. Pour le reste, c'est magnifique, il n'y a rien à dire, on a que des belles pièces. Alors pour info, il n'y a que deux couleurs de disponibles, celles que vous avez sous les yeux. Là encore, au niveau de la stratégie, je comprends pas trop. Donc comme beaucoup de monde, j'ai vu la fameuse vidéo de la fabrication de la moto chez eux en Californie. Et ils ont été très clairs sur le choix esthétique. Ils n'ont jamais voulu faire un vaisseau spatial, même s'ils avaient pu. Il faut savoir que leurs chiffres de vente au niveau européen sont faramineux. Donc évidemment, pour charmer le plus de motards possible en Europe, il fallait des codes européens. Ce qui justifie complètement ce style italien. C'est vrai que elle est quand même réussie. Alors faut dire que les mecs sont pas fous, même si leurs chiffres explosent tous les ans chez nous. Il y a quand même Harley qui arrive derrière avec sa Livewire, avec de grosses promesses en termes de performance, mais ça après c'est un autre débat. J'ai appris aussi que le dessin n'est pas que esthétique, il s'agirait aussi surtout de refroidir le moteur et la batterie. On a quand même une belle batterie de 80 kg au milieu, hein, soit à peu près moi mais avec une enclume. D'ailleurs cette batterie elle est donnée pour 14,4 kWh et elle est garantie 5 ans km illimité. Ce qui va encore relancer le débat sur l'amortissement du coût d'achat de la moto. Là pareil, faites-vous plaisir en commentaire. Pour ce qui est du détail de la partie cycle, on a des étriers J-Juan. Alors moi perso je connaissais pas du tout, j'ai voulu faire le malin et vous trouver quelque chose d'intéressant à dire dessus.
Du coup je suis allé sur leur site et bah écoutez, j'ai pas appris grand chose. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont très efficaces et très progressifs pour le même prix. Perso j'ai rien à dire. Bon à part peut-être le monopiston à l'arrière qui est bon plus là pour ralentir vite fait. On a également une fourche Showa et c'est vrai que ça fait un petit moment que la marque bosse avec. Et ça se sent. Encore une fois je ne toucherai jamais au réglage. Là je les trouve parfait. Le petit mono amortisseur à l'arrière il est très bien aussi. En clair l'ensemble est très homogène, très équilibré. Ça résume d'ailleurs très bien la moto. On est sur une moto homogène. Et croyez-moi, vu les performances, c'est juste un exploit. Il n'y a rien d'autre sur le marché d'équivalent. En termes de sensations, c'est un truc de fou. Allez, on se fait petit Axel là. Oh, ce missile, c'est un truc de malade. Bon là par contre l'angle de braquage, c'est pas ça. Hein. Alors j'ai une petite séquence bonus pour vous, pour le démarrage de la machine. Il faut savoir que pour l'allumer, il faut débéquiller, mettre le contact, attendre que l'écran s'allume. Et une fois qu'il est allumé, il faut attendre qu'il y ait un petit voyant en forme de poignée de gaz qui vous donne le feu vert pour accélérer. Donc si vous commencez à accélérer avant, voilà ce qui se passe. Bon, parlons de choses qui fâchent, la position de conduite. C'est vrai qu'elle a été beaucoup critiquée pour ça. C'est vrai qu'on a les jambes pliées vers l'arrière. Mon vieux SV est un peu comme ça, donc ça me dérange pas. Pour ce qui est de la selle, ce qui est bien, c'est qu'elle est fine à l'entrejambe. Donc du coup, pour les petits gabarits, c'est pas gênant. On a bien les pieds à plat. Par contre, évidemment, la selle est un peu ferme. On est légèrement cambré sur l'avant. Les journalistes ont dit qu'elle était absolument inconfortable. Moi, je pense que c'est le cas si on fait énormément de kilomètres avec. Mais moi, perso, je vois pas pourquoi je ferais un road trip avec, par exemple. Même si l'autonomie est mieux que ce qu'on a connu jusqu'à présent, perso, faut quand même aimer le risque. Donc pour moi, la question du confort, elle est à relativiser. Allez, on tente une mise sur l'angle. Je peux vous dire que les Pirelli Diablo Rosso 3, là, ils sont les bienvenus. Ça reste précis. Pour ce qui est de la question qui fâche, l'autonomie, bon, il faut compter à peu près une centaine de kilomètres si on roule comme un porc, en mode sport. Environ 140 km si on roule comme un citoyen normal. D'ailleurs c'est marrant, ça me rappelle l'autonomie de la Katana, qui est à peu près la même chose. Et si on roule que en mode éco, on peut arriver à peu près à 190 km. J'aurai pas le temps de le vérifier, là encore, n'hésitez pas en commentaire à confirmer tout ça. Alors petite observation un peu relou là sur cette commande de clignotant. Faut savoir qu'on a exactement la même commande juste au-dessus, qui sert à choisir le mode de conduite et à régler le traction control, etc. Du coup je confonds à chaque fois les deux. D'ailleurs on va rentrer dans le sujet. Donc on a plusieurs modes d'anti-patinage. On a le mode ville, le mode pluie et le mode sport. Écoutez, pour avoir essayé les trois, puisque j'ai eu les trois configurations, en un mot, c'est indispensable. C'est pas intrusif, mais quand on a autant de couples, c'est clair que je vois pas comment on pourrait s'en passer. Ce que j'aime sur cet écran, c'est qu'il est grand, il est lisible. Et en plus, il s'adapte à la lumière. Alors ça, c'est le top. D'ailleurs la nuit, il passe en mode nuit. Pour ce qui est des modes de réglage de conduite et de l'application, je vous laisse avec mon camarade qui a souhaité rester anonyme, d'où la voix toute pourrie. Sur béquille, ce bouton-là sert au paramétrage de la moto. Donc voilà, préférences, batterie, performance, données. Et on revient sur préférences. Donc dans les préférences, tu vas avoir la luminosité, le contraste. Donc le partiel, c'est celui qui va être affiché sur l'écran. Tu choisis le A, le B, etc. Les instruments, alors là c'est très complet. C'est très complet dans le sens où tu vas pouvoir afficher tout ce que tu veux sur l'écran principal. C'est-à-dire que l'écran est divisé en 4 zones, A, B, C, D. Et tu vas dire sur A, je veux afficher la température moteur, ou je veux afficher le pourcentage restant, etc. Tout est paramétrable. Le Bluetooth, c'est pour activer ou non le Bluetooth pour que ce soit automatiquement relié à ton téléphone. Ben, la partie mobile, donc liaison sans fil par les réseaux GSM, n'est pas activée, mais ça le sera bientôt. Ça me permettra de savoir où est ma moto, quel est son niveau de charge, etc. à distance. Pas juste en Bluetooth à 10 mètres, à 100 km si j'ai envie. Ça c'est très pratique. Donc ça fait tracking et compagnie. Voilà, tracking d'ATR, tu règles tout, les unités, bien sûr, la langue, etc. Donc là on était sur les préférences. Batterie, tu vas avoir l'état de la charge, 89%, l'autonomie restante estimée. Alors, à savoir que les 129 km, ils sont calculés par rapport à ce que j'ai fait en venant et j'ai bourriné. Mais si je roule normal, cette autonomie estimée va augmenter. Temps de charge programmé, tu fais tout ce que tu veux. Tu peux lui dire à la moto, tu vas te charger jusqu'à 95% et tu vas t'arrêter. Pour préserver la batterie, parce que les 5 derniers pourcents la dégradent un peu plus. Et donc si tu veux la garder très très longtemps, tu vas faire ce genre de choses. Ensuite, tu as les performances. Alors, ABS, désactiver, activer ou désactiver. Tu peux désactiver l'ABS, voilà. Et il nous reste les données. Alors les données,
tu as les partiels, voilà. C'est ma moto, on voit même la couleur est respectée en fait, l'application sait quelle couleur on a. Batterie, tu as l'état de charge. Tu as l'état de charge, ouais. Tu as les performances. Alors, le mode de conduite, en fait, on peut tout paramétrer à distance. Mais ce qui est intéressant, c'est gérer les modes de conduite. Voilà. Donc là, on a le mode pluie, éco, street sport et les modes personnalisables. On peut créer un nouveau mode. Donc, on va l'appeler Toto. Le nouveau mode Toto créé. Je rentre sur le mode et je peux modifier tout ce que je veux. La régénération au freinage, régénération au point mort. Le couple maxi, je mets à 100%. La puissance, on peut réduire la puissance sans réduire le couple. Vitesse maxi, 127 mph. Voilà. Et l'anti-patinage, donc sport, pluie, etc. Choisir le mode, cloner le mode. Ah oui, voilà, il faut le valider, voilà. Sport, voilà, etc. La couleur même du mode, je le veux orange foncé. Enregistrer et mettre à jour. Voilà, et normalement, là, sur la bécane, j'ai le nouveau mode qui va se rajouter. Alors, température extérieure, température de l'air. La batterie, la température de la batterie. Si tu bourrines vraiment, tu vas avoir la température qui monte très très haut. Le pourcentage d'énergie restant, ce qui correspond à ce gros camembert. Ce que tu as roulé depuis le début de la moto. Ici, poignée chauffante, là elle ne chauffe pas. Elles ne sont pas installées sur la moto, elle ne chauffe pas. Le Bluetooth, mon téléphone est actuellement connecté. L'heure. La température moteur, là on voit c'est très froid. Alors la portée, c'est justement ce qu'estime la moto en termes d'autonomie par rapport à ta façon de rouler. On peut également en roulant changer le mode de traction, c'est-à-dire que le mode de fonctionnement du moteur est différent du mode de traction, c'est-à-dire l'anti-patinage, etc. Tu peux mettre le mode sport sous la pluie et donc tu vas changer le mode de traction en restant appuyé à droite ici, mode sport, traction sport, pluie. Voilà, là, je suis sur la pluie, voilà, et là je suis en mode sport mais traction pluie. Pour ce qui est du duo, ce que j'apprécie, c'est qu'on n'est pas trop surélevé par rapport au pilote. Encore une fois, lâcher cette moto avec cette histoire de confort, il y a vraiment pire. Pour moi, le tour de force qu'a fait les ingénieurs, c'est de réussir à faire une moto homogène, malgré le couple de malades. Franchement, je ne plaisante pas, essayez-en une. Pitié, avant de critiquer, essayez-la, vraiment. Par contre, c'est clair qu'elle est perfectible en termes de maniabilité. Comme je vous l'ai dit, en ville, c'est pas génial. On a un angle de braquage qui est un peu compliqué. Par contre, les modes de conduite sont très bien paramétrés. On n'a pas la sensation d'avoir une moto castrée. Le mode éco donne beaucoup de progressivité à l'accélération et à la décélération. Donc avec un frein moteur qui est quand même très présent et très rassurant. Pour ce qui est du mode sport, c'est absolument jouissif. Même si on a une assistance dans les virages qui permettent de contrôler le freinage et le contrôleur de traction, on a quand même une réaction entre la décélération et la reprise des gaz qui est un peu déconcertante. On n'est quand même pas sur du thermique, faut pas l'oublier. En mode éco, bah écoutez, pour comparer, c'est comme si je roulais avec mon 1300 en termes de réponse à l'accélération. Le gros avantage, c'est qu'on a beaucoup de récupération au freinage, donc on a du frein moteur qui démarre dès qu'on relâche la poignée de gaz, contrairement au mode sport où il n'y en a pas, en tout cas on le sent pas. L'arrivée de la puissance reste progressive, en clair c'est ce qui ressemblerait le plus à une accélération de thermique. Alors avec des guillemets, attention, commencez pas à me troller en commentaire. Pour ce qui est du mode street, ce qui est bien là, c'est qu'on a un excellent compromis. On n'a pas une sensation de passer d'un palier à un autre de manière trop violente. On a une sensation de couple qui est plus présente. Le frein moteur se fait un peu moins sentir. D'ailleurs, je pense sincèrement que sur nos petites routes, c'est le mode le plus utilisable. Alors pour info, le mode éco hybride à environ 130 km/h. Pour ce qui est du mode sport, bon bah là, clairement c'est on-off. Du coup, à part inciter à rouler comme un débile, honnêtement, je vois pas comment conduire autrement. Le couple, il y en a tout le temps. Ce qui est génial, c'est que vous soyez entre 20 et 40, à 60, à 100 ou à 150, vous aurez toujours la même sensation de couple. Ça remet en perspective le pilotage ou la conduite de la moto. Et déjà avec ça, sans parler de la qualité de la partie cycle, etc., je comprendrais qu'on passe à l'électrique. En 10 ans, Zero a fait un progrès hallucinant. Alors oui, évidemment, niveau finition, il y a quand même de gros progrès à faire. Surtout quand on passe les 20 000 balles, hein, là c'est clair qu'il n'y a pas d'excuse. Maintenant, évidemment, c'est comme Tesla, on s'adresse pas à monsieur et madame Dupont. Et pourtant, bah, les ventes, elles progressent quand même beaucoup. Moi, je pense que pour casser le fossé entre les pros thermiques et les pros électriques, il faudrait ouvrir le débat sur le marché de l'occasion. C'est vrai que l'air de rien, en 10 ans, on a quand même un peu de recul. D'ailleurs, si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je pense que ça pourrait être très intéressant. Pensez à laisser un petit pouce bleu au passage, et puis pour tous les nouveaux arrivants, déjà bienvenue. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour suivre la suite. Et je vous dis complètement à bientôt sur Motors & Co.